dont on apprend ensemble, en avançant, à les prendre en charge le mieux possible. Pour que ce webinaire se passe, que vous ayez une meilleure qualité de confort d'écoute et de vision, je vous demande de couper vos micros et de couper vos caméras. Je regarde le chat et donc voilà, si vous voulez vous exprimer, levez la main, passez par le chat et on répondra à vos questions. Dans un premier temps, nous allons tous vous faire une présentation de ce que l'on fait, nous, aujourd'hui, en tant que médecins spécialistes à l'hôpital Foch, dans chacune de nos spécialités pour les patients Covid long. Et puis ensuite, on va faire des cas cliniques et ça sera un moment un petit peu plus d'échange pour que voilà, vous preniez plus la parole sur cette deuxième partie. Alors, je vais faire un petit peu le maître de cérémonie, mais je vais surtout passer la parole à mes collègues assez rapidement. Alors, on va commencer par une présentation très générale. Voilà, donc comme nous tous, hein, tous les soignants, quels qu'ils soient, on a pris la nouvelle très rapidement en février de l'apparition de cette nouvelle pandémie, euh, avec voilà, notre quotidien qui a été complètement chamboulé, quel que soit le soignant, médecin généraliste, médecin spécialiste, infirmière de ville, kiné de ville, et puis les non-soignants aussi beaucoup. Ce qu'on a vu apparaître, donc au cours du mois de mars et avril, l'hôpital Foch a eu la chance, par sa flexibilité, de s'adapter à la montée en charge de la prise en charge des patients aigus, en particulier avec l'augmentation par 4, la multiplication par 4 de ces lits de soins intensifs, de prendre en charge les patients qui étaient en détresse respiratoire aiguë. En sortie de confinement, un certain nombre de patients qui ont fait des formes de Covid aiguës, plus ou moins graves, surtout plutôt modérées, sont revenus consulter aux urgences avec des symptômes qui recommençaient. Et pour certains, ils avaient l'impression d'avoir à nouveau réattrapé une infection virale aiguë. Et quand on leur faisait une grande batterie d'examens complémentaires, eh ben, on ne trouvait rien. Et on a commencé à parler de Covid long. Il se trouve que à l'hôpital Foch, je dirige le service de médecine physique et de réadaptation, où on a l'habitude de faire de l'évaluation fonctionnelle. Et donc, mes collègues spécialistes, urgentistes, réanimateurs, qui voyaient revenir ces patients à qui ils ne trouvaient rien, m'ont dit, bah, écoute, ils sont essoufflés à l'effort, c'est ton domaine, on te les envoie, vois ce que tu peux faire. Voilà, alors donc les Covid longs, bah, maintenant vous en voyez aussi fréquemment que nous. Et on va vous faire un petit topo de ce qu'on sait aujourd'hui de ce qu'est ce Covid long et surtout de ce que n'est pas le Covid long. Je crois qu'il faut garder beaucoup de bon sens et en tant que médecin de terrain, médecin généraliste, vous en avez beaucoup. Il faut garder ce bon sens-là. Il faut rester avec nos pratiques quotidiennes à essayer d'éliminer en premier lieu les pathologies graves et après prendre en charge du mieux possible ce qui n'est pas grave. Donc, très rapidement, puisque ça va être repris en détail par chacun des collègues spécialistes, les vraies complications de l'infection à Covid, qui peut se faire à la maison ou à l'hôpital, en dehors de la détresse respiratoire aiguë et du poumon qui s'abîme, qui se détruit, eh ben on a vu survenir des complications plutôt d'ordre vasculaire, donc pas mal d'AVC, des thrombophlébite périphériques et plus centrales, des problèmes cardiaques, hein, des gens qui reviennent avec des douleurs thoraciques intenses, avec douleur thoracique, premier diagnostic, éliminer un infarctus, une rupture d'anévrisme, une péricardite, une myocardite. Je ne détaille pas, ça va être redétaillé. Au niveau pulmonaire, quand on a oppression thoracique, essoufflement et douleur thoracique, il faut qu'on pense aux choses de base qui sont pneumopathie de surinfection, pneumothorax, embolie pulmonaire et secondairement fibrose pulmonaire. Attention, avant tout, ces patients ont une histoire médicale. Et on constate souvent que chez ces Covid longs, soit il y a des choses complexes qui se réveillent, c'est-à-dire des patients qui ont déjà des maladies intercurrentes que vous soignez, un diabète, une NASH,
ou des maladies autres, des compensations d'une maladie déjà existante, et que cette infection virale avec son cortège inflammatoire va faire décompenser. Et donc, il ne faut pas prendre une complication de Covid comme étant simplement une décompensation d'une maladie préexistante. Et puis, il y a aussi des choses simples. On voit beaucoup de patients qui ont des gènes respiratoires dans ce qu'on appelle le Covid long, qui en fait sont surtout des réactivations d'un asthme ancien. On en a beaucoup qui ont fait de l'asthme à l'adolescence, de l'asthme allergique. Ils étaient tranquilles depuis une bonne dizaine d'années et puis les symptômes sont revenus à la suite de leur infection virale. Au niveau des troubles digestifs, pareil. Énormément de gens qui ont eu des troubles digestifs hauts, épigastralgie, ulcère de l'estomac ou simplement reflux gastro-œsophagien, qui se mettent à en ressouffrir après leur infection virale. Et puis, il y a un autre pan qu'on va être obligé de prendre en charge tous ensemble, c'est l'aggravation des états sédentaires qui sont l'accumulation à la fois de l'infection virale qui a et de la récupération dans un contexte de sédentarité forcée, confinement. Et donc, on a des gens qui vont avoir aggravé leur surpoids, aggravé la fatigue inaugurale de leur état sédentaire, et pas mal qui sont aussi lombalgiques. Mais encore une fois, ce n'est pas le virus qui est à l'origine de la lombalgie, c'est le contexte de sédentarisation qui aggrave la lombalgie. Ça, ça va être détaillé, donc je vais pas insister dessus. Ça, c'est le bilan de base que je reprendrai après l'intervention de mes différents collègues. Non, c'est des gens qui sont à l'hôpital Foch, des experts sur le Covid, ils parlent le retour sur le Covid. Alors, il faudrait couper votre micro, s'il vous plaît, madame. Alors, donc, je vais passer à la parole déjà au docteur Jérôme Lechien, qui va vous parler de problèmes de perte d'odorat, puisque dans la cohorte des symptômes dont se plaignent les patients, c'est le symptôme qui est le plus fréquent. Pas forcément le plus grave, mais le plus fréquent et le plus déstabilisant avec l'essoufflement et les douleurs thoraciques pour les patients qui en sont victimes. Jérôme, je te passe la parole. Oui, si on peut mettre mon PowerPoint et puis je prends le contrôle. Voilà, je laisse Constance le mettre. Ça va, Constance? On ne t'entend pas. Faut défaire le micro. Alors, Constance, il faut réouvrir votre micro. Je suis là, excusez-moi, j'ai eu un... Voilà, alors... ça va? C'est bon, elle est en train de le mettre. Alors, moi, je ne vois pas. Hein. Non, Constance, on ne voit pas la présentation. Et on ne t'entend pas. Voilà, ça y est. Ah, là, à mon avis, ça va aller. Voilà, je prends le contrôle. Donc, tout le monde voit bien la présentation. Alors, Oui. bonjour à tous et merci évidemment à Nicolas Barizien et à tout le monde pour l'organisation de ce séminaire. Moi, je suis chef de clinique à l'hôpital Foch, ORL, et professeur en ORL en Belgique au CHU de Bruxelles. Et je vais vous parler donc effectivement de l'anosmie et la gueusie liée au Covid parce que c'est un des symptômes les plus fréquents. Tout d'abord, un bref rappel physiologique pour qu'on puisse bien saisir de quoi on parle. Vous avez donc au niveau des fosses nasales, et vous voyez ici les fosses nasales à gauche de l'image,
Donc, la partie supérieure du toit des fosses nasales qui correspond à la muqueuse olfactive. C'est-à-dire que lorsqu'on respire une odeur, c'est à cet endroit que les molécules odorantes, par exemple le café, vont se déposer et le signal physico-chimique va induire, entre guillemets, une reconnaissance, une stimulation des dendrites situés à cet endroit-là, qui vont transmettre l'information à la base du cerveau dans le bulbe olfactif, et de là, eh bien, va passer ensuite un relais de l'information dans le cerveau où on va pouvoir identifier le signal physico-chimique qui a été capté à cet endroit-là. Et donc, on a deux parties pour simplifier. On a le fait de capter un signal physico-chimique, et puis il y a l'associé au dictionnaire qui là est plutôt un processus cérébral. Voilà. Alors ces neurones, ils fonctionnent également avec des cellules de soutien qui sont des astrocytes tout autour d'eux et qui leur permettent véritablement de fonctionner. Alors ici, vous avez également une coupe coronale d'un scanner où vous voyez à gauche et à droite une fente olfactive. À droite, elle est libre, vous voyez que c'est tout fin. En haut, évidemment, de la cloison. Et à gauche, vous voyez, les flèches le montrent, elle est bouchée. Et donc, dans ces cas-là, on peut avoir une anosmie qui est mécanique, qui est une anosmie qui correspond environ à 15 à 20% des Covid, mais ça se résout généralement assez vite. Alors, il y a des définitions importantes à bien utiliser parce qu'en pratique, les patients utilisent mal les définitions. Ils arrivent à la consultation et disent j'ai une perte de goût et d'odorat. Dans la plupart des cas, leur goût est intact. Alors, pour rappel, le goût, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est sucré, salé, acide, amer. Tout le reste, ce n'est pas du goût. Donc, typiquement, les patients qui décrivent une perte de goût, ce sont des gens qui ont l'impression de manger du carton. Ils me disent tous la même chose. Et donc, ça, c'est très important. Tout le reste, par exemple, ce que les patients appellent le goût de la banane, ce n'est pas du goût, c'est un mélange de goût et d'odorat, et c'est ce qu'on appelle un arôme. Quand on parle d'anosmie, c'est une perte complète de l'odorat définie par des tests psychophysiques. Et donc, vous avez deux exemples ici de tests psychophysiques. On fait sentir 16 ou 50 odeurs au patient, et en fonction du nombre d'odeurs qu'il reconnaît, on lui met un score. Et quand il y a un certain cut-off, par exemple, que c'est en dessous de 9 sur 16, on peut dire que le patient est un anosmique. Lorsque c'est, par exemple, entre 9 et 11, c'est une perte partielle, on appellera le patient hyposmique. Et lorsqu'il est au-dessus de 11, c'est-à-dire de 12 à 16, par exemple, pour le test à gauche, il est normosmique. Et donc, c'est très important de pouvoir dire qu'un patient est anosmique si et seulement si il a bénéficié des tests. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il existe un mismatch entre la perception du patient et les tests psychophysiques. On a beaucoup de gens qui arrivent à la consultation qui disent j'ai perdu l'odorat, je sens rien, puis on leur fait le test et on se rend compte qu'en fait ils sentent quand même un petit peu. Et donc ça c'est très important. Pour pouvoir véritablement dire que le patient est un anosmique long, il faut lui avoir fait des tests psychophysiques. Alors, les mécanismes physiopathologiques qui expliquent la perte d'odorat, je vous l'ai dit, dans un nombre de cas faible, il y a un œdème de la fente olfactive et donc il y a une anosmie qui est mécanique, c'est-à-dire que les molécules odorantes n'arrivent pas jusqu'aux dendrites et jusque le toit des fosses nasales et elles sont bloquées parce qu'il y a un œdème. Mais l'œdème, généralement, il part assez vite. Alors, la plupart des patients qui ont une vraie anosmie, c'est plutôt neurologique parce que la famille des coronavirus, ce sont des virus neurotropes. Ils adorent les nerfs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais la plupart des gens qui développent une anosmie, c'est parce qu'ils se sont infectés par le nez. Le virus se retrouve dans les fosses nasales. Il va remonter le long des dendrites du nerf olfactif. Il va donc passer la lame criblée. Il va arriver dans le bulbe olfactif. Et là, chez la très grande majorité des gens, il ne va pas détruire les neurones, mais il va détruire toutes les cellules de soutien autour. Et donc, les neurones vont dysfonctionner. Chez un faible nombre de personnes, il est probable qu'ils détruisent les neurones, mais les neurones, généralement, n'expriment pas le récepteur du virus, la CE2. Pour la langue, c'est pareil. Souvent, les gens s'infectent plutôt par la bouche et le virus va remonter le long du nerf lingual ou de la corde du tympan, la corde du tympan s'occupant de tout ce qui est goût, et il va induire une perte de goût qui est généralement temporaire et ne dure pas aussi longtemps que les anosmies. Dans le Covid long, c'est plus des anosmiques que nous avons et pas vraiment des dysgeusiques.
Et donc voilà, c'est vraiment les mécanismes, ce sont des mécanismes neurologiques. C'est connu de longue date, hein, les autres familles des coronavirus plutôt bénins peuvent donner également des anosmies post-virales, même si c'est moins d'1% des cas. Alors, la prévalence du trouble olfactif. Donc, la toute première étude qu'on a réalisée à Foch et avec des collègues européens montrait que sur 417 patients, on avait 85% de troubles olfactifs décrits par le patient et 88% de troubles des arômes. 44% des gens ont récupéré dans les 2 semaines. Et c'est ce qui se passe en pratique. Ils ont tous une récupération, 50% d'entre eux, dans les 2 semaines. Et généralement, ils n'ont pas de séquelles. Alors, il y a eu 2 méta-analyses sur un très grand nombre de patients qui montrent que la prévalence du trouble olfactif subjectif est environ de 50% et dépend également des ethnies. Les caucasiens, c'est 50%, mais les asiatiques qui surexpriment probablement un peu moins la CE2, c'est au niveau de 30%. Pour le goût, on est à 48% de troubles subjectifs et 59% de troubles objectifs. Donc, il y a une sous-estimation du patient des troubles du goût et c'est quelque chose qu'on retrouve généralement sur le court terme, donc ça ne nous concerne pas vraiment ce soir. Alors ça, c'est juste pour vous illustrer quelques éléments importants. Alors avant ça, il faut également savoir que la prévalence varie selon le stade de la maladie. On est entre 50 et 86% de perte d'odorat chez les formes légères, c'est-à-dire ceux qui restent à la maison, sont bien managés à la maison. Ensuite, des formes modérées, sévères et critiques, on descend progressivement jusqu'à 15%. Les gens en soins intensifs, c'est 15% qui ont réellement eu une perte d'odorat. Donc c'est un facteur pronostic. Alors juste une petite info pour vous dire que le Covid peut également être associé à des névrites vestibulaires, des parotidites, des dysphonies, des gros problèmes de cordes vocales, des mouvements paradoxaux des cordes vocales, et ça parfois sur le long terme. Je suppose que notre collègue cardiologue va peut-être vous en parler, des Kawasaki-like également, et avec une atteinte ORL avec des polyadénopathies et des surdités brusques et des labyrinthites, ça a été décrit. Rarement, mais ça a été décrit. Et ces patients rentrent tout de suite dans un Covid long parce qu'ils récupèrent généralement pas facilement de leur surdité brusque. Alors ici, pour aller rapidement, je vais surtout axer cette présentation et les 2 dernières slides sur la récupération et les traitements. Et donc, quels sont les traitements à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, pour rappel, la récupération, si on ne fait rien, si ce n'est un entraînement olfactif, 50% des gens vont de toute manière récupérer dans les 2 semaines. Si ils s'entraînent et qu'on les suit pendant 6 mois, on est à 94% de récupération objective de l'odorat à 6 mois. Et à 1 an, nous sommes à 98%. Et donc, vous voyez que les Covid longs, on n'a pas encore en ORL de guidelines qui définissent ce qu'est un Covid long. Est-ce que c'est à partir l'anosmie de 4 mois, de 6 mois? On n'est pas encore au point par rapport à ça. Nous, on considère à Foch que c'est plutôt 6 mois. Et donc, vous voyez qu'à 1 an, ils sont très rares, entre guillemets, c'est que 2% des gens qui n'ont pas récupéré. Alors, justement, quels sont les traitements? Et je vais un peu plus détailler là-dessus. Alors, il y a eu un gros débat, une controverse qui est un peu une tempête dans un verre d'eau sur l'utilisation des corticoïdes péros. Donc, au tout début de la pandémie, on a eu des levées de boucliers terribles en disant surtout pas donner du Soluprède chez les patients, ça va faire flamber le Covid, etc. En fait, absolument pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un patient a une surdité brusque ou une paralysie faciale à frigorée, c'est très souvent dû à un virus. On donne des corticos et on ne voit pas les maladies flamber. Alors, pourquoi est-ce que ça serait le cas dans le cadre du Covid? Et donc, 3 équipes ont lancé des études contrôlées. Les 2 premières sont sur un nombre faible de patients, 15 patients et 10 patients, et ont donné des corticoïdes et un groupe contrôle n'a rien reçu. Et ce qu'on voit, c'est que les corticoïdes, notamment dans une dernière étude que nous avons menée, entre autres à Foch et en Belgique, et qui va être publiée dans 2 semaines, en fait, ce qu'on a montré, c'est que les corticoïdes, s'ils sont donnés dans les 15 premiers jours après le développement de la perte d'odorat, ils vont accélérer la récupération
et surtout, ils vont réduire le risque de parosmie. Les parosmies, c'est quoi? Ce sont ces patients qui vous décrivent des mauvaises odeurs à la place d'une odeur qui, a priori, ne sent pas mauvais. C'est 52% des Covid. Et c'est notamment les Covid longs. Et donc, les corticos réduisent d'une façon significative le risque de parosmie. Par contre, dans cette étude contrôlée, on a comparé 3 groupes. On a comparé des patients qui ont reçu des corticopéros, du Solupred, des corticos par spray nasaux et des patients qui se sont entraînés. À 2 mois, le taux de récupération est similaire selon les groupes. Par contre, la récupération est survenue beaucoup plus vite avec les corticos nasaux et surtout les corticos oraux. La seule différence notable sur le long terme, je vous dis, c'est les parosmies, ça c'est important. Alors, les corticonasaux, en fait, ils sont surtout intéressants s'il y a une fente, un œdème de la fente olfactive. Mais à part ça, ils ne vont pas pénétrer dans le bulbe où il y a la réaction inflammatoire majeure. Alors, il faut toujours faire un training olfactif. Ça, c'est vraiment très important. Il faut le dire aux patients, s'entraîner 2 fois par jour avec les odeurs du quotidien. Je vais y venir dans la dernière dia. Et alors, est-ce que les lavages au sérum physiologique sont intéressants? Je dirais oui, si vous donnez du lavage au sérum physiologique avec des oligo-éléments, enrichis en oligo-éléments. En France, ça s'appelle le Respimer oligo-éléments. C'est très intéressant parce qu'il y a des études qui montrent que ça réduit l'adhésion du virus à la muqueuse. Et donc, s'il adhère moins, il passe un peu moins dans le bulbe olfactif où il va y avoir une réaction inflammatoire. Donc, le Respimer peut être intéressant dans la phase aiguë, au moment où le virus est susceptible de passer dans le bulbe olfactif. Alors, vaccin, entre parenthèses, j'ai mis ça parce que je ne l'aurais pas mis si je vous avais fait cette présentation il y a 1 semaine, mais il y a 2 mois, on a écrit une petite lettre en se demandant si... donc, en fait, quand on regarde, il y a une étude américaine qui a montré que le Covid, il a tendance, chez les hommes, à se loger dans les testicules, pour la simple et bonne raison que c'est un sanctuaire immunitaire. Le système immunitaire a très peu accès aux testicules parce que il y a là des antigènes qui sont exprimés et qui peuvent induire une destruction des spermatozoïdes par le système immunitaire. Et donc, c'est un sanctuaire immunitaire. Et donc, il y a 2 mois, on s'est posé la question, on s'est dit, tiens, est-ce que chez les anosmiques longs, le bulbe ne serait pas un sanctuaire immunitaire? Et est-ce qu'au final, ces patients n'ont pas simplement du Covid qui reste sur le long terme et qui, à chaque fois qu'on a une genèse des nouvelles cellules astrocytaires qui viennent d'être détruites, il les réinfecte et le système immunitaire, en cascade, redétruit ça. Donc, c'était qu'une hypothèse. Il y a eu une étude, il y a 2 semaines, de Pasteur qui a montré, notamment chez un modèle murin, que effectivement, le virus avait tendance à se loger dans le bulbe olfactif et à y rester. Et parallèlement à cette étude, on a remarqué en consultation des anosmiques longs qu'on vaccinait et 2-3 semaines après le vaccin, ils n'avaient plus de perte d'odorat. Et donc, j'ai mis vaccin entre parenthèses parce que je me pose la question de savoir si le vaccin ne serait pas justement une issue intéressante pour les anosmiques longs qui pourraient garder le Covid dans le bulbe olfactif. Et il y a une étude qu'on a menée justement en Belgique, à Bruxelles, là-dessus, qui suggère ça parce qu'on s'est rendu compte que les anosmiques longs, ils produisaient beaucoup moins d'anticorps localement au niveau du bulbe olfactif. Et donc, il est possible que le virus a donc beaucoup plus de facilité à persister chez ces patients-là. Et donc, à voir, mais ça vaut peut-être la peine de vacciner les anosmiques longs, c'est quelque chose d'important. Et la dernière slide, c'est le principe de la rééducation. Il ne faut surtout pas dire aux patients de se rééduquer les yeux fermés. C'est une catastrophe. On a eu beaucoup de patients qui ont lu ça sur Internet, ils sentaient des odeurs les yeux fermés, et ces patients sont tous arrivés en consultation en disant « je sens l'odeur, mais je ne sais pas ce que c'est ». Parce qu'ils ont redéveloppé leur faculté de capter l'odeur, mais comme je vous disais au début, la faculté de l'associer, le dictionnaire, à ce que c'est, ils l'ont perdu. Et donc, il faut toujours faire de la rééducation olfactive les yeux ouverts. Alors, moi, je considère que toutes les huiles essentielles, tous ces trucs-là, c'est purement marketing. À quoi bon ça sert de rééduquer un patient à sentir le jasmin et la lavande si dans son quotidien, il ne les sent jamais? Ce qui est intéressant, c'est de l'aider à retrouver cette capacité de ressentir les odeurs de son quotidien, celles
dont il est triste quand il vient vous voir, qu'il ne peut plus sentir. Le café du matin, son parfum, les épices avec lesquelles il cuisine, c'est ça qui, entre guillemets, plombe le moral des patients. Et donc, moi, je leur dis de faire cela avec les odeurs du quotidien, 2 fois par jour. Ils regardent la tasse de café, ils le sentent d'une façon profonde, au moins pendant 30 secondes, jamais en double aveugle, 2 fois par jour, et il doit tenir le rythme jusqu'au moment où il n'aura pas récupéré. Et s'il a des parosmies, s'il sent l'odeur de café d'une façon insupportable, tant pis, il doit le faire et il doit tenir bon. Jusque quand ça peut récupérer? 2 ans, selon les études qui ont été menées sur les autres anosmies post-virales. Et donc, il ne doit pas lâcher, entre guillemets. Et alors, il faut toujours leur dire qu'au début, ils vont sentir l'odeur une fraction de seconde, et puis ils ne la sentiront plus. Ça, c'est un signe qu'ils vont récupérer. Donc voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Et alors, on ne le voit pas ici, mais si donc les patients, il ne faut pas les adresser en ORL s'ils ont une perte d'odorat qui est longue dans le sens où nous, on ne fera rien. On ne leur prescrira pas de corticoïdes, on leur fera... L'examen clinique apporte très peu de choses. Et donc, il faut simplement leur dire de s'entraîner. Et on a fait à l'hôpital Foch, on ne le voit pas malheureusement sur la dia ici, ah ben si, voilà, on le voit. On a fait une vidéo YouTube, comment récupérer l'odorat et le goût dans la Covid-19. Et donc, vous pouvez les adresser à cette vidéo-là. On explique tout d'une façon très claire. Et je vous dis, malheureusement, il n'est pas utile de les adresser en consultation. Voilà, donc indication de consultation, les 15 premiers jours pour prescrire du Solupred. Maintenant, un médecin traitant peut le faire également. Et si on suspecte quand même une autre cause que le virus, Covid, si par exemple il a eu un traumatisme crânien et qu'il a perdu l'odorat brutalement, alors là, ça vaut le coup de les adresser. Dernier point, après je relaisse la parole à Nicolas Barizien. On peut faire 2 Covid. Hein. On a publié à Foch une étude sur 45 malades où ils ont fait un deuxième Covid en moyenne 4 à 5 mois après le premier. Donc, ce n'est pas une contre-indication de les vacciner directement après une forme légère, parce qu'à 1 mois, on avait 30% de patients qui n'avaient plus d'anticorps détectables. Et alors, l'anosmie est le seul symptôme, quand on fait 2 Covid, qui n'est pas constant entre les deux. Et donc, souvent, les gens qui font un premier Covid avec des myalgies, des arthralgies, le deuxième Covid aura le même tableau clinique, sauf l'anosmie. On ne sait pas pourquoi, on suspecte que probablement que la première fois ou au moment où il a eu son anosmie, c'est parce qu'il s'est infecté par le nez et pas par la bouche, par exemple. Voilà, je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, vous avez eu un exposé qui est simple, qui permet de comprendre voilà, le mode d'infestation du système nerveux et la perte de l'odorat. Voilà, ces 2 dernières diapos sont très, très importantes, à la fois parce que ça vous donne des clés, parce que c'est vous qui voyez les patients en premier pour les prendre en charge au mieux. Lavage nasal, les corticoïdes, assez rapidement dans la prise en charge, et puis les conseils d'auto-rééducation avec les choses du quotidien. Alors, pour avoir refait une petite bibliographie la semaine dernière là-dessus, voilà, effectivement, il y a un vrai business sur les utilisations de kits d'odeur. Mais encore une fois, c'est comme si on apprenait une langue étrangère sans savoir à quoi correspondent les mots. Ben, voilà, on est capable de reconnaître quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, être capable de reconnaître le flacon numéro 7, mais pas savoir ce qu'il y a dans le flacon numéro 7 comme odeur, ça, c'est un peu le risque de ces rééducations avec des huiles essentielles. Et en plus, c'est quand même relativement cher. Alors, quelle posologie? On a un collègue qui nous pose la question, Jérôme, quelle posologie pour les corticoïdes et quelle durée dans la prise en charge des anosmies? Alors, généralement, on attend quand même que la phase aiguë de la maladie soit passée, c'est-à-dire les myalgies, les arthralgies, la fièvre. On donne donc généralement 40 à 60 mg de Solupred en France, 32 mg de Medrol en Belgique, et on le donne 7 jours, simplement, le matin, évidemment, en mangeant. On leur explique qu'ils peuvent être boostés, faire leur jogging un peu plus rapidement et être un peu plus agressifs. Et avoir des insomnies, évidemment, mais on a 30% d'effets indésirables dans notre cohorte. Donc voilà, c'est
40 à 60 mg selon le poids et 7 jours, pas plus. Très bien. On a une autre question. Qu'en est-il de l'IRM des bulbes olfactifs? A-t-elle encore un intérêt et à quel moment? Alors, nous, on a mené une étude justement de l'IRM sur les anosmiques et les non-anosmiques et on a vu que ça flashait évidemment, comme on pouvait s'y attendre. L'IRM, en fait, elle a un intérêt uniquement si on suspecte une autre cause d'anosmie liée au Covid. Et donc, effectivement, si le patient se plaint d'une anosmie liée au Covid, mais que vous voyez qu'à côté de ça, il a des céphalées qui datent d'avant le Covid et que lorsqu'il récupère, il repère l'odorat, l'IRM a un intérêt pour voir s'il n'y a pas autre chose comme un méningiome, évidemment. Mais à l'heure actuelle, en matière de coût-bénéfice, l'IRM dans le Covid, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Très bien. Donc, écoute, merci beaucoup, Jérôme. Ta présentation est très claire et tes explications limpides. C'est un plaisir de travailler avec toi. Merci. Je vais passer la parole à Céline, puisque la pneumologie est le deuxième cortège de symptômes les plus fréquents, donc avec essoufflement, sensation d'oppression thoracique, euh, avec pour certains une sensation même d'essoufflement nocturne qui les réveille et avec des sensations presque de mort imminente nocturne qui sont liées voilà, à des problèmes respiratoires. Donc, je remercie Céline Goyard, qui fait partie de l'équipe des pneumologues de Foch qui s'occupe de syndrome post-Covid, de nous avoir rejoints et de nous faire cette présentation. À toi, Céline. Bonsoir à tous, merci beaucoup de m'avoir permis de faire cette présentation et de vous faire partager notre expérience des pneumologues de Foch qui avons pas mal contribué à la prise en charge des patients Covid. Donc comme vous pouvez le voir, en tout cas pour la première et la deuxième vague jusqu'en décembre de l'année dernière, il y a eu 1400 patients hospitalisés. Et la plupart des patients ont été revus en consultation post-Covid, ce qui correspondait à peu plus de 500 patients déjà. Et puis, on a mis en place de la téléexpertise qui permet également d'aider des patients de ville. Donc, nous sommes ravis de pouvoir faire ça et de partager notre expérience. Donc, effectivement, au décours d'une infection aiguë au Covid, il persiste souvent, au-delà de 3 mois, de nombreux symptômes respiratoires. Et donc, c'est vrai que les pneumologues ont été beaucoup sollicités. Donc, je vais essayer de vous parler de ce qu'on voit le plus fréquemment, nous, en consultation. La première chose qui est très fréquente, c'est la persistance d'infiltrats radiologiques, et notamment sur les scanners, au décours de l'infection par le Covid. Donc finalement, les études ont montré que si on regarde les patients qui ont été hospitalisés, quasiment l'ensemble des patients gardent des anomalies parenchymateuses au moment de la sortie de l'hôpital, et les études se sont intéressées à la suite pour savoir pendant combien de temps ces patients gardaient des anomalies scannographiques. Donc, la dernière étude chinoise qui est parue en début d'année avait suivi 114 patients tout venant qui avaient été hospitalisés, donc vraiment au tout début de la première vague, et regardé par un scanner à 6 mois combien d'entre eux gardaient des anomalies. Donc, il y avait 35% des patients qui gardaient des anomalies fibrotiques light, donc avec des lésions vraiment de fibrose à type de rayon de miel et de bronchectasie de traction. Et puis, les autres patients présentaient des anomalies qui n'étaient pas fibrosantes. 43 patients n'avaient plus du tout d'anomalies radiologiques et 31 patients avaient encore des anomalies, mais non fibreuses, de type verre dépoli, réticulation ou des septa épaissis. Ils se sont intéressés aux facteurs de risque qui entraînaient le développement de lésions fibrosantes, et ils mettent en évidence que les patients plus âgés et puis qui ont présenté des formes les plus graves gardent des anomalies fibrosantes sur leur scanner, et donc c'est les patients qui ont eu une durée d'hospitalisation très longue et qui bien sûr ont présenté des SDRA avec des hospitalisations en réa, des ventilations, qui présentent le plus d'anomalies fibrosantes. En fait, ces deux types de lésions s'expliquent par des mécanismes un petit peu différents. Il y a des lésions de dommages alvéolaires qui sont dues à l'effet cytotoxique direct du virus,
et à la ventilation mécanique qui explique donc ces lésions fibrosantes, donc de bronchectasie de traction et rayons de miel, alors que les autres lésions sont plutôt des lésions inflammatoires de type verre dépoli ou pneumopathie organisée. Et c'est intéressant puisque la prise en charge et le traitement en fonction de ces anomalies va être différente. Donc, vous voyez sur ces scanners, finalement, la grande majorité des patients vont récupérer complètement leurs poumons. Donc, sur le patient du haut avait des images typiques de Covid avec des anomalies sous-pleurales de type verre dépoli qui se condensent secondairement et puis qui, quelques mois plus tard, vont complètement disparaître. Et les patients qui gardent des séquelles correspondent finalement à une minorité de patients. Et quand on regarde le patient dont je vous ai mis les scanners en bas, qui a eu un Covid extrêmement sévère, avec du SDRA, une complication de pleuropneumopathie et de pneumothorax, finalement, avec le temps, avec de la patience, une grande majorité des lésions va disparaître. Et quand on se place encore plus tard dans le temps, il reste finalement que de très très fines anomalies, effectivement avec des réticulations et des images de rayons de miel. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est parfaitement corrélé à la clinique et à la fonction respiratoire, puisque, vous voyez, ce patient qui en mai gardait des petites bronchectasies de traction au niveau sous-pleural avec du rayon de miel, avait effectivement un syndrome restrictif avec une CVF qui était abaissée et un trouble de la diffusion avec effectivement une DLCO qui restait anormale à 58%. Finalement, avec le temps et l'amélioration scanographique, c'est traduit également l'amélioration clinique et fonctionnelle avec, vous voyez, quasiment une normalisation de ces volumes et une CVF qui devient normale. Une diffusion également qui s'améliore. Donc, finalement, comment prendre en charge ces infiltrats radiologiques persistants ? La première chose à faire, c'est souvent d'être patient et d'évaluer le retentissement vraiment clinique et fonctionnel des patients en leur faisant faire des explorations fonctionnelles respiratoires. Et puis, quand il y a réellement un retentissement respiratoire, en première intention, on s'attaque aux lésions inflammatoires, donc plutôt de verre dépoli, avec un traitement par corticoïde systémique à la dose de 0,5 à 1 mg/kg. Et la plupart du temps, ça permet de faire régresser ces images persistantes. Dans un deuxième temps, et encore plus à distance, c'est-à-dire au-delà de 6 mois, se pose la question d'utiliser des antifibrosants pour effectivement traiter ces lésions fibrosantes qui persistent. Et à l'heure actuelle, l'hôpital Foch fait partie d'une étude qu'on appelle Nintécor qui teste l'OFEV, donc le nintédanib, qui est un antifibrosant pour les patients qui gardent effectivement des séquelles au décours d'une infection Covid avec des atteintes fibrosantes qui doivent correspondre à plus de 10% du parenchyme pulmonaire. Ce qui est intéressant néanmoins à noter, c'est de ne pas prendre à tort des lésions fibrosantes comme absolument des séquelles de Covid. Il faudra toujours penser à éliminer des diagnostics différentiels puisque l'infection a pu faire exacerber une pneumopathie interstitielle diffuse qui préexistait à tout ça. Et donc, c'est dans ces cas-là qu'effectivement, c'est bien de pouvoir nous adresser les patients pour qu'on puisse effectivement éliminer un diagnostic différentiel, rechercher des signes d'atteinte extrathoracique, faire un bilan auto-immun, une fibroscopie pour éliminer bien sûr un diagnostic alternatif. Donc, en résumé, c'est vrai que la plupart des choses vont se résoudre spontanément, qu'un traitement par corticoïde en première intention fonctionne très bien, mais effectivement, en cas de doute sur un diagnostic différentiel, de doute sur l'indication de cette corticothérapie ou de la persistance des images malgré ça, il ne faut pas hésiter à nous adresser les patients pour voir s'ils sont par exemple candidats à un traitement antifibrosant. Le second symptôme qu'on retrouve assez souvent en post-Covid, c'est de la toux persistante, une toux chronique. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, la toux chronique, puisqu'elle persiste après des infections, et ça, de manière prolongée, parfois plus de 8 semaines après une infection, et notamment virale chez l'adulte. Et effectivement, la toux est un symptôme qui est très fréquent à la phase aiguë du Covid. Les études rapportent 50 à 60% des patients avec une toux à la phase aiguë.
aiguë et elle rapporte également que cette toux peut persister 2 mois après le Covid, entre 10 et 30% des patients. Alors nous, finalement, notre expérience à Foch, et puis en interrogeant un petit peu les pneumologues libéraux, elle est un petit peu différente de ce que trouvent les études, parce que nous, on a l'impression que finalement, c'est pas si fréquent et que finalement, la toux, elle est plutôt symptôme d'une hyperréactivité bronchique ou d'un asthme qui aurait été un petit peu déclenché par cette infection virale. Et on a remarqué, nous, qu'elle s'améliorait en général très rapidement avec un traitement par corticoïdes inhalés. Il nous reste dans notre cohorte environ une dizaine de patients effectivement gênés par une toux rebelle. Alors, concernant ces toux rebelles, les études s'intéressent effectivement à l'étiologie, au mécanisme de cette toux rebelle. Et effectivement, les hypothèses avancées sont que c'est plutôt des toux d'origine neurologique avec une atteinte directe du nerf vague dès la phase aiguë du Covid. En même temps que l'anosmie, la gueusie, effectivement, il pourrait y avoir une atteinte directe du neurone par le virus lui-même et associer une réaction inflammatoire du système nerveux central. Et donc finalement, les traitements proposés par les différentes équipes seraient des traitements finalement antiépileptiques comme la gabapentine ou la prégabaline. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons aucune expérience de cela à l'hôpital Foch, puisque comme je vous disais, ça représente vraiment un très petit nombre de malades. Mais ce serait intéressant de nous adresser des malades et qu'on puisse voir effectivement avec les neurologues ce qu'il est possible d'envisager pour ces patients. Donc, en résumé, quand on se retrouve avec un patient qui présente une toux après un Covid, il faut rechercher des arguments, notamment dans ses antécédents, dans son histoire, pour une hyperréactivité bronchique ou un asthme sous-jacent, avec la recherche de symptômes préexistants ou de symptômes qui sont déclenchés effectivement par des irritants comme le froid ou la cigarette, de vérifier bien sûr qu'il n'y ait pas d'anomalie au scanner et ensuite de tester un traitement d'épreuve par des corticoïdes inhalés. En cas de toux résistante, effectivement, comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous adresser les patients pour pouvoir peut-être essayer de leur proposer ces traitements à visée neurologique. Le symptôme persistant également est très fréquent au décours de l'infection et je pense qu'on l'a tous observé, c'est de la dyspnée qui persiste chez les patients et on a vu une véritable vague en fait de syndrome d'hyperventilation chez les patients qui avaient fait un Covid. Ce syndrome d'hyperventilation correspond à une hyperventilation inappropriée avec l'apparition d'une polypnée, d'une hypercapnie, d'une hypocapnie, qui va entraîner des symptômes très variés. L'étiologie est encore incertaine. S'agit-il d'une rupture de la commande ventilatoire ou d'une atteinte neurologique, là encore, du Covid ? On n'est pas certain de l'étiologie, mais on reconnaît très bien ce diagnostic qui atteint surtout les patients jeunes, notamment les femmes, avec effectivement un syndrome anxieux sous-jacent. Et ça atteint surtout des patients qui ont eu des formes légères de Covid et plutôt ambulatoires. Donc, ils vont présenter des symptômes de dyspnée inspiratoire avec des patients qui se présentent souvent avec des besoins de respirer profondément, des difficultés justement à respirer normalement, qui vont faire beaucoup de soupirs, de bâillements et qui vont également présenter de nombreux signes qui peuvent, comme ça, les uns séparément des autres, n'évoquer pas grand-chose, mais finalement, qui, lorsqu'ils sont regroupés les uns aux autres, évoquent fortement un syndrome d'hyperventilation, puisque les manifestations sont assez variables. Ça peut aller des fourmillements des doigts au vertige, à des palpitations, des ballonnements abdominaux. Effectivement, c'est assez aspécifique, mais regroupés tous ensemble évoquent le diagnostic de syndrome d'hyperventilation. Alors, pour retenir le diagnostic, il est possible de calculer le score de Nijmegen, qui, lorsqu'il est supérieur à 23, a une très bonne sensibilité et spécificité pour retenir le diagnostic de syndrome d'hyperventilation et suffit à poser le diagnostic. Si on veut aller plus loin, on peut bien sûr également faire un test d'hyperventilation provoquée ou faire un gaz du sang confirmant l'hypocapnie. Ce syndrome d'hyperventilation se prend en charge
par les kinésithérapeutes en ambulatoire et ils vont permettre, grâce à des exercices de contrôle ventilatoire, de faire une rééducation effectivement de cette commande ventilatoire et permettre de progressivement faire disparaître ces symptômes et cet inconfort. L'important est bien sûr de rassurer le patient puisqu'il n'y a pas d'anomalie organique à cette dyspnée et souvent une psychothérapie est nécessaire en complément. Alors, la dernière pathologie dont on voulait parler, c'est l'embolie pulmonaire, puisqu'on en a vu énormément au cours du Covid. Donc, la fréquence de l'embolie pulmonaire en aigu, ça correspond quand même à 22% des patients hospitalisés, principalement chez les patients hospitalisés en soins intensifs. Et finalement, c'est moins souvent chez les patients en ambulatoire. Donc, l'embolie pulmonaire est associée au Covid et ce, quelle que soit l'étendue de l'atteinte parenchymateuse. Et donc, c'est une pathologie auquel il va falloir penser tout le temps, un diagnostic auquel il va falloir penser tout le temps, même chez les patients qui font un Covid vraiment très peu sévère ou qui n'ont pas d'anomalie scanographique et qui n'ont pas de pneumopathie Covid à proprement parler. Donc, ce diagnostic, il faut y penser devant tous les signes d'embolie pulmonaire, mais qui sont effectivement parfois très peu spécifiques, la dyspnée, la douleur thoracique. Et puis, il faut le prendre en charge exactement comme en dehors d'un Covid, c'est-à-dire réaliser des dédimères qui gardent une très bonne valeur prédictive négative. Lorsque les dédimères sont supérieurs à 500 ou 10 fois l'âge chez les gens de plus de 50 ans, réaliser un enjeu scanner thoracique ou une scintigraphie pour aller confirmer ou infirmer ce diagnostic. La chose importante à signaler, c'est que la prise en charge va être un petit peu différente d'une embolie pulmonaire classique hors Covid. Pour deux raisons. La première, c'est que nous, on conseille de traiter les patients initialement par des HBPM qui ont une activité anti-inflammatoire sur l'endothélium vasculaire, contrairement aux autres anticoagulants. On ferait un relais uniquement dans un deuxième temps, effectivement par des anticoagulants oraux directs, lorsqu'on passe un petit peu cette phase aiguë inflammatoire du Covid et on se sert du monitorage des dédimères pour valider le relais aux anticoagulants oraux. Et lorsque les dédimères sont négatifs, on peut tout à fait passer aux anticoagulants oraux. La seule petite précision, c'est qu'on a vu pas mal de syndromes des antiphospholipides et notamment d'anticoagulants circulants dans le Covid. Et donc, c'est vrai que nous, on fait systématiquement une recherche d'anticoagulants circulants aux patients avant de leur donner les AOD, puisqu'effectivement, ils sont moins efficaces, vous le savez, quand il y a des anticoagulants circulants. La dernière chose à préciser, c'est qu'on considère que l'embolie est déclenchée par le Covid, qui représente donc un facteur de risque majeur et qui implique une durée de traitement limitée de 3 mois, puisqu'on se place dans le contexte d'une embolie pulmonaire provoquée par un facteur déclenchant qui est réversible. Donc, l'embolie pulmonaire peut se prendre tout à fait en charge en ambulatoire, mais encore une fois, vous pouvez nous adresser vos patients en téléexpertise en cas de doute justement avant le relais par anticoagulant oral et bien sûr en cas de dyspnée persistante à 3 mois d'anticoagulant, au moment où on aurait envie de les arrêter. Si la dyspnée persiste, à ce moment-là, effectivement, c'est bien de pouvoir nous adresser les patients pour dépister des séquelles en, par exemple, réalisant une scintigraphie pulmonaire. Donc, en résumé, la dyspnée post-Covid, c'est une dyspnée qui va persister plus de 3 mois après l'infection aiguë et qui, pour le pneumologue, peut traduire beaucoup de pathologies sous-jacentes auxquelles il faut penser. Lorsqu'elle est associée à la toux, bien sûr, pensez à de l'asthme ou de l'hyperréactivité bronchique. Lorsqu'elle est associée à des manifestations neuropsy et des soupirs, des bâillements, évoquez le syndrome d'hyperventilation. Lorsqu'il y a des anomalies radiologiques, pensez bien sûr à de la fibrose séquelaire
Et puis, en cas de douleur thoracique, toujours évoquer le diagnostic d'embolie pulmonaire. Et finalement, avec quelques petits examens de débrouillage, on peut facilement éliminer ces 4 diagnostics qu'il est important de prendre en charge, avec une prise de sang, une numération des dédimères, le calcul du score de Nijmegen pour le syndrome d'hyperventilation, la réalisation d'un scanner thoracique avec injection bien sûr si les dédimères sont positifs, et la réalisation de FR. On peut facilement débrouiller ces 4 pathologies. La prise en charge libérale est donc tout à fait possible en cas de dyspnée post-Covid. Il faut bien sûr rassurer le patient puisque cette dyspnée, elle persiste longtemps. Faire les examens de débrouillage dont on a parlé précédemment et puis commencer à initier les traitements. En cas de toux chronique, les corticoïdes inhalés. En cas de syndrome d'hyperventilation, débuter la kinésithérapie pour la rééducation de la commande ventilatoire. Bien sûr, traiter l'embolie pulmonaire. En cas de persistance des symptômes, après toute cette première prise en charge, encore une fois, nous sommes là pour vous aider, pour vous donner notre expertise. Et donc, n'hésitez pas à adresser les patients en télé-expertise ou en consultation post-Covid. Voilà pour moi. Très bien. Merci beaucoup, Céline Goyard. Donc, alors moi, j'ai une question du coup, que je voudrais te poser. Compte tenu de ce que tu nous as dit sur l'embolie pulmonaire, est-ce que une personne qui a des antécédents d'embolie pulmonaire et qui fait un Covid aigu, on va dire à la maison, faut-il avoir une attitude particulièrement préventive sur les HBPM ou pas? Alors non, on considère effectivement que le Covid en lui-même est un facteur de risque majeur et suffisant pour faire l'embolie pulmonaire. Et donc, effectivement, il n'y a pas de conduite à tenir particulière vis-à-vis d'un patient qui aurait déjà fait une embolie. Et donc, non, pas de conduite à tenir particulière. On va lui laisser un traitement par HBPM à la phase aiguë et puis faire le relais par anticoagulant oral au décours de la phase inflammatoire. Très Ce bien. qu'on a observé, en fait, c'est qu'il y avait des patients qui faisaient des embolies pulmonaires alors qu'ils étaient déjà sous anticoagulant oral au préalable, par exemple pour une ACFA, et qui, malgré ça, thrombosaient. Et donc, c'est ça qui nous encourage à préconiser le relais par HBPM dès le diagnostic d'embolie pulmonaire, et ce, pour toute la phase aiguë. Très bien. Dans votre expérience, est-ce que ces embolies pulmonaires, elles sont de novo ou elles font suite à une phlébite ou une thrombophlébite et un lien avec l'alitement ou plutôt un lien direct avec l'infection virale? Alors, probablement un petit peu des deux. Donc, il y a eu des études sur des autopsies de malades qui retrouvaient directement dans les poumons de patients des atteintes vasculaires et notamment des thromboses in situ. Donc, il y a réellement une atteinte par le virus de l'endothélium vasculaire qui va entraîner des thromboses in situ. Et donc, l'infection virale elle-même cause des thromboses. Mais il y a bien sûr les facteurs de risque usuels et habituels du patient effectivement alité ou du patient hospitalisé qui se surajoutent à l'infection virale elle-même. Ce qui explique la grande prévalence de l'embolie pulmonaire dans cette maladie. Très bien. On a une question d'une collègue qui nous demande, pour mettre en évidence le syndrome d'hyperventilation, vous avez dit qu'on pouvait faire des gaz du sang, certes, et un test d'hyperventilation. Donc, est-ce que tu peux nous en parler ou est-ce que tu veux que j'en parle? Eh ben, je t'en prie, je te laisse la parole. Voilà, alors donc je prends la parole parce que ce test d'hyperventilation est un test clinique qui est réalisé par les kinésithérapeutes. Et en fait, on provoque une hyperventilation par le fait de demander au patient de faire une respiration de petit chien pour hyperventiler. Et le kiné, donc, au cours de ce test, va colliger les symptômes qui vont être déclenchés par ce test de provocation d'hyperventilation.
par le patient. Et donc, il va te dire, ah bah oui, tiens, ça y est, j'ai la tête qui tourne. Ah, j'ai des fourmis qui arrivent dans les doigts. Ah, tiens, je commence à me sentir pas bien. J'ai les boyaux qui sont en train de barbouiller. Et donc, c'est un test clinique qui est réalisé par des kinésithérapeutes. Quand ils sont équipés, ils font ce test-là en utilisant une machine qui est un capnographe, qui permet d'avoir une idée de la PCO2 simplement avec une petite lunette nasale. Et au lieu là, de mettre de l'oxygène par les lunettes, au contraire, on va récupérer l'air qui est expiré par les narines. Et cette machine évalue de manière relativement fiable la PCO2 expirée. Donc, on a un test de provocation clinique confirmé par une hypocapnie. Et donc, avec ça, on a la quasi-certitude d'avoir une hyperventilation, voilà, qu'on peut confirmer après. Voilà, on est quand même un peu dans un monde où on cherche des preuves objectives. Si vous voulez, la preuve objective, c'est les gaz du sang. Mais vous savez que les gaz du sang, ce n'est pas très agréable hein, à faire pratiquer à vos patients. Exactement. Voilà, tu veux commenter ou... Non, non, je pense que c'est exactement ça. On peut prouver ce diagnostic si on a besoin d'arguments, on va dire, tangibles. Mais finalement, l'interrogatoire, le score de Nijmegen permet quand même d'avoir assez d'éléments pour poser le diagnostic et pouvoir adresser le patient au kiné et débuter une prise en charge immédiate. Très bien. Donc, le seul problème que nous allons tous rencontrer avec cette vague d'hyperventilants, c'est que les kinésithérapeutes qui sont formés pour prendre en charge l'hyperventilation sont trop peu nombreux et que cette petite machine qui est le capnographe est quand même une machine qui vaut 2500 euros. Et donc, un certain nombre de kinésithérapeutes libérales hésitent à investir dans cette machine. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a commencé un travail avec vous tous, via le DAC et la CPTS, pour essayer d'avoir un réseau de professionnels de santé de ville qui se forment. Ce n'est pas très compliqué, et éventuellement qui s'équipent. Certes, c'est 2500 euros, mais bon, c'est pas une machine quand même complètement hors de prix. Mm. Très bien. Donc, écoutez, on va continuer parce que je vois que l'heure tourne. On va continuer par l'intervention du docteur Florent Wang, qui est cardiologue à l'hôpital Foch. Florent, je te laisse la parole. Il faut juste que Céline, tu coupes ta présentation, ferme ta présentation. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation, merci à tous d'être là pour ce séminaire sur le Covid long. Et moi, je vais vous parler plus spécifiquement donc, des aspects cardiovasculaires de cette maladie. Donc, tout d'abord, finalement, on y est déjà venu longtemps dessus. Le Covid, ça donne d'abord une atteinte aiguë pendant les premières semaines avec une atteinte principalement axée sur la pneumopathie et le SDRA. Et puis finalement, effectivement, comme l'a souligné Nicolas lors de l'introduction, on s'est rendu compte que de plus en plus de patients dans la phase post-aiguë présentaient un certain nombre de symptômes, à tel point qu'initialement, on se disait qu'ils étaient tous fous ou on décompensait plein de maladies psychiatriques et finalement, l'incidence est telle qu'on s'est dit que ce n'était pas possible et qu'il y avait forcément donc la possibilité d'une chronicisation, en tout cas d'un certain nombre de pathologies en rapport avec le Covid. Donc dans les définitions, vraisemblablement il y avait cette histoire de 4 semaines pour définir un post-Covid, post-aigu en tout cas, et 12 semaines pour parler vraiment d'une forme chronique. Alors la physiopathologie de l'atteinte cardiovasculaire, elle est extrêmement compliquée, encore mal élucidée, avec probablement une atteinte cytotoxique directe sur les myocytes du virus, mais aussi très probablement par la dysfonction endothéliale, comme l'a souligné Céline tout à l'heure, et par probablement auto-immunité, un peu comme dans les myocardites ou dans les péricardites,
puisqu'il y a cette surexpression d'ACE2, notamment dans les cellules myocytaires. Alors ça, c'était pour illustrer le fait qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'il y a des atteintes cardiologiques particulièrement dans cette maladie-là, puisque vous vous rappelez qu'au début de la première vague, on avait décrit beaucoup de syndromes de Kawasaki-like, voire d'atteintes myocarditiques. Initialement, il y a plusieurs publications dans New England à propos de ça. Et là, c'est donc une série autopsique de 39 cas consécutifs monocentriques en Allemagne. Laurent, Oui. excuse-moi, on voit pas. Si tu as bougé tes diapos, on les a pas vus bouger. Ah, là, vous voyez? Alors, moi, je vois ta diapositive d'introduction. Ah, bah mince alors. Bah, et comme Ça ça y est, alors? c'est bon. Ça y Bon, est. je vais rester comme ça alors. Donc là, c'était donc une publication dans le JAMA là, par des Allemands, c'est monocentrique, et donc sur 39 défunts qu'ils ont autopsiés, on a retrouvé chez 24 d'entre eux, donc plus de 60% de ces malades avaient un virus détectable dans les cellules myocitaires, qui témoigne bien du fait de la surexpression des récepteurs ACE2 des myocytes. On a donc logiquement une atteinte de ces myocytes par le virus. Et ils se sont rendus compte, par des procédés de biochimie, que dans ces cellules-là, il y avait aussi une surexpression d'un certain nombre de cytokines pro-inflammatoires, dont l'IL6, dont on a beaucoup entendu parler, qui nous intéresse beaucoup à Foch, puisqu'on a été parmi les premiers à utiliser le tocilizumab, l'anti-IL6, dans le traitement justement de ces patients atteints par le Covid. Et malheureusement, ils n'ont pas pu montrer qu'il y avait en tout cas plus d'infiltrats inflammatoires. Tout ça pour dire qu'il y a une atteinte myocytaire directe du virus, et ceci engendre une augmentation des cytokines inflammatoires locaux, et qui participe probablement à potentiellement une chronisation, voire à un déclenchement d'une maladie inflammatoire cardiologique dans la phase longue du Covid. Alors, d'autres publications sont apparues ensuite pour illustrer cette atteinte cardiologique dans le Covid long. C'est ici une série américaine sur 2 centres, publiée aussi dans le JAMA, qui avait pris 100 patients consécutifs qui ont fait un Covid prouvé. Prouvé par une PCR, et qui soit ambulatoire, 2 tiers de l'effectif, ou hospitalisé, 33% de l'effectif. Et ils sont amusés à leur faire une IRM cardiaque systématique. Et quels que soient les symptômes qu'ils avaient, et d'ailleurs la plupart des gens n'avaient pas de symptômes. Le temps médian entre la PCR et l'IRM cardiaque, c'est 71 jours, et ils se sont rendus compte que les gens qui avaient fait un Covid avaient des anomalies à l'IRM que n'ont pas les gens qui ont un groupe contrôle, et que n'ont pas les gens qui ont été appariés sur l'âge, le sexe, et sur un certain nombre de facteurs de risque. Et ces anomalies-là, alors bien sûr, ça vous parle peut-être moins qu'à moi, mais il y a des anomalies en fait dans le signal T1 et dans le signal T2, qui sont 2 types de signaux à l'IRM, et qui témoignent d'une part de l'eau extravasculaire, et donc potentiellement d'inflammation. Et ils se sont rendus compte que 73% de ces patients présentaient un signal anormal sur le T1, 60% un signal anormal sur le T2, et qui témoignent donc qu'il y a potentiellement un processus inflammatoire dans ces myocardes, sans pour autant qu'il y ait forcément une expression clinique. Ici, c'était pour aussi montrer, et c'est un autre critère en fait de l'atteinte inflammatoire du myocarde, c'est ce qu'on appelle le rehaussement tardif. Le rehaussement tardif, il s'agit en fait de gadolinium qui reste piégé dans le myocarde, alors même qu'il normalement est censé être lavé sur une séquence tardive. Et ils se sont rendus compte que voilà, 20% de ces patients versus 0 chez le groupe contrôle présentaient des anomalies du rehaussement tardif. Et lorsqu'on fait de la biologie, et pareil, des signes de souffrance myocytaire avec le dosage de la troponine ultrasensible a été significativement beaucoup plus élevé chez les patients qui ont un Covid.
Et ils sont allés même jusqu'à les biopsier les patients qui avaient des anomalies les plus importantes et ils sont retrouvés sans surprise de la myocardite lymphocytaire. Enfin, un dernier papier, juste pour illustrer toujours les atteintes cardiovasculaires qui peuvent survenir dans le Covid long, et cette fois, ce n'est pas une atteinte, on va dire, organique, directe du virus ou par l'auto-immunité, mais ils se sont rendus compte, là encore une fois, dans le JAMA, c'est une série monocentrique allemande, et qui illustre l'incidence du syndrome de Takotsubo au cours du temps. Et donc voilà l'incidence avant la première vague de Covid en Europe. Et l'incidence est assez homogène. Et là, en mars-avril, paf, augmentation très significative de l'incidence, multipliée par 4,5 après, avec des durées d'hospitalisation qui étaient plus longues pour ces Takotsubo-là que plutôt pour ceux-là. Même si au final, la mortalité est assez similaire. Et donc, sur l'aspect cardiovasculaire, vous serez amené à avoir des patients qui ont principalement de la dyspnée. En fait, c'est le symptôme qui est le plus facilement rapporté, en sachant que, bien sûr, c'est aspécifique et peut très bien témoigner plutôt d'un problème pulmonaire, comme l'a signé Céline. Et pour ce qui nous concerne, en cardiologie plus spécifiquement, les douleurs thoraciques ou des palpitations, et finalement, la plupart des patients n'auront pas, alors qu'après la première vague, on avait quand même l'impression qu'ils revenaient tous pour douleurs thoraciques aux urgences, à tel point que même on s'est demandé s'ils ne faisaient pas tous de la péricardite aiguë. Et finalement, avec un peu de recul, on se rend compte que voilà, c'est entre 5 et 20% des séries. Et tout ça va amener donc un certain nombre de diagnostics, soit rien du tout, donc fonctionnel, soit psychogène. Et dans ce qui nous intéresse plus, moi particulièrement, la péricardite, la myocardite ou le Takotsubo. Je laisserai bien entendu Nicolas parler de la dysautonomie qui le concerne plus que moi. Donc, comment procéder? Bien sûr, examen clinique et un électrocardiogramme, ce qui est indispensable en cardiologie. Quels sont les examens à demander dans les suites? Donc, à partir du moment où vous voyez un malade pour une douleur thoracique, des palpitations ou la dyspnée, que vous lui avez fait un électro et que l'ensemble plaide pour potentiellement une atteinte cardiovasculaire, les premiers examens à faire, globalement, c'est toujours une écho-cœur et toujours un bilan biologique avec une troponine et un BNP. Avec ça, déjà, vous pouvez screener un certain nombre de malades, puisque globalement, s'il y a une troponine négative, un ECG normal et un BNP, une écho normale, un ECG normal, une tropo et un BNP normal, c'est que globalement, l'atteinte organique du cœur est très faible. Vous pouvez compléter aussi les examens par un Holter-ECG s'il se plaint de palpitations et une épreuve d'effort pour voir s'il y a de l'hyperexcitabilité ventriculaire, notamment à l'effort. Quant au coroscanner et à l'IRM cardiaque, je dirais qu'ils sont plus attendus en seconde intention, éventuellement sur prescription spécialisée, mais pourquoi pas sur une prescription d'un médecin généraliste aussi si vous êtes, je dirais, sensible ou vous avez un tropisme pour la cardiologie. Et c'est vraiment l'IRM cardiaque, même plus que le coroscanner, qui va orienter, qui va confirmer le diagnostic. Donc comment ça se passe globalement? Alors finalement, les aspects cardiovasculaires du Covid long, en cardiologie en tout cas, vont pas tellement différer de la prise en charge que vous avez l'habitude de faire pour vos malades, même qui n'étaient pas Covid. Et globalement, la prise en charge des atteintes organiques cardiovasculaires d'un Covid long, finalement, elles se font quasiment tout le temps à l'hôpital. Parce que c'est toutes des maladies potentiellement graves avec une mise en jeu du pronostic vital. Et en dehors, effectivement, de la péricardite aiguë simple, qui, bien sûr, peut être pris en charge en ville sans aucun problème. Mais globalement, dès que vous avez des signes de gravité clinique, que ce soit sur, bien sûr, l'état de choc, mais aussi une oxygénorequérance ou des symptômes crescendo, un ECG qui est inquiétant ou une troponine positive, de toute façon, ces patients-là seront adressés à l'hôpital, car les diagnostics sous-jacents vont être la myocardite, le Takotsubo ou la tamponnade, en sachant que, bien sûr, il reste tout le panel des autres pathologies, notamment du syndrome coronaire aigu, dont on a montré
depuis longtemps que la maladie virale est un facteur déclenchant, mais qui n'est pas donc une atteinte spécifique du Covid. Donc la péricardite aiguë, vous connaissez tous, bien sûr, c'est des douleurs dans sa forme classique des douleurs thoraciques ascendantes soulagées par l'antéflexion du tronc. Il y a toujours un tout petit syndrome inflammatoire, généralement caractérisé par une CRP très modérée. Il n'y a pas d'hyperleucocytose. Et vraiment, moi, maintenant, j'encourage, en tout cas aujourd'hui, même pour les péricardites aiguës simples, à demander des IRM cardiaques. Parce que c'est un diagnostic qui est relativement, en fait, assez difficile, mine de rien, et beaucoup de patients sont étiquetés péricardite aiguë et probablement n'en sont pas. Et maintenant, on est à l'ère de l'IRM cardiaque et celle-ci vraiment peut attester du diagnostic en montrant justement ces anomalies de signaux en T1 et T2 et ces anomalies de rehaussement tardif dans le péricarde. Et vraiment, il y a une très bonne sensibilité pour ça. Et donc, à partir du moment où on a cet outil-là, c'est dommage maintenant de traiter des gens à l'aveugle. Donc, le traitement, alors je ne sais pas si vous êtes familier, ça a un petit peu changé au cours de ces dernières années. Il s'agit maintenant de l'association fixe aspirine-colchicine. On ne fait plus d'aspirine seule ou colchicine en deuxième intention, c'est vraiment en première intention l'association des deux avec les posologies que vous pouvez voir là. Donc, bien sûr, la tamponnade... Oula. Bon, désolé, ma vidéo ne marche pas. Je voulais vous montrer un signe de tamponnade, enfin la tamponnade à l'ETT, comment ça se profilait. Bon, je suis désolé. Bon, globalement, comme dans vos souvenirs, c'est globalement un cœur qui est au milieu d'un énorme épanchement ici et qui va avoir un espèce de swing heart, c'est-à-dire un cœur qui semble danser avec ici, vous voyez bien, un aplatissement du septum interventriculaire du fait de la surpression dans les cavités droites. Et ça, bien sûr, ça se draine en urgence. Alors, je vais vous dire un mot sur la myocardite aiguë parce que c'est un petit peu mon dada aussi. La myocardite aiguë, bon, sans vous faire le cours dessus, c'est finalement ce qu'on redoute le plus dans le Covid long. Et habituellement, et c'est ça qui est un petit peu inhabituel dans le Covid, la myocardite aiguë, on a l'habitude de dire que c'est post-viral, très souvent aigu. On fait une grippe, une gastro-entérite, et puis finalement, dans les semaines qui suivent, on va avoir une douleur thoracique, et on va aller aux urgences, la troponine va être positive, et puis on va faire le diagnostic de myocardite aiguë avec la forme la plus grave qui est la myocardite fulminante, qui est définie par un état de choc nécessitant au moins la mise en place d'inotropes, voire d'une assistance circulatoire. Et ce qui est un peu inhabituel à la myocardite, et nous avons eu l'expérience d'un patient à Foch, c'est que des fois, la myocardite aiguë survient 3, 4, 5 mois après l'épisode de Covid initial, et pas que sur un mode de petite myocardite quasiment ambulatoire. Et nous avons le cas d'un patient, alors c'est sûr que c'est une histoire de chasse, mais je venais aussi d'un autre centre qui faisait beaucoup d'ECMO, d'un hôpital parisien. Et quand j'ai rediscuté avec eux, ils ont aussi un certain nombre de jeunes qui ont fait des myocardites fulminantes appariées par une ECMO VA et qui ont fait ça très à distance de leur Covid initial et sur des Covid qui n'étaient pas du tout graves, sur des Covid qui étaient tout à fait ambulatoires. Et donc, c'est vraiment cette pathologie-là dont il faut se méfier. Et les myocardites fulminantes, la présentation est extrêmement variable. Et pour avoir repris une série de myocardites très importante, il est extrêmement pas rare que la myocardite se présente sous la forme de douleur abdominale fébrile. Et qui fait que le diagnostic erre, puisque même un certain nombre de patients vont avoir des laparos blanches pour ça, alors que effectivement c'est vraiment de la dyschémie digestive sur un vrai bas débit cardiaque. Et donc ces patients-là, s'ils survivent, bien sûr, seront traités par bêta-bloquant IEC comme classiquement. Et là où je peux peut-être, parce que vous allez les voir là pour le coup, une information importante, c'est que classiquement on contre-indique le sport après toute myocardite aiguë, même pas grave, pendant au moins 3 mois pour mettre l'organisme au repos et pour éviter l'hyperexstabilité ventriculaire. Et très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une épreuve d'effort à 3 mois quand c'est une myocardite pas grave, 6 mois quand c'est une myocardite grave. Et si à l'épreuve d'effort, il n'a pas d'hyperexstabilité ventriculaire menaçante, on réautorise le sport. Enfin, le Takotsubo, c'est aussi une maladie que vous allez probablement voir
parmi tous les patients stressés qui vont venir vous voir et qui ont des douleurs thoraciques et qui typiquement se présentent comme un pseudo-syndrome coronaire aigu avec tout comme si c'était une occlusion de l'IVA, des douleurs thoraciques, de la troponine et à l'électro comme à l'écho, quelque chose qui va vraiment ressembler à une occlusion de l'IVA et finalement à la choro, tout va être normal. Et bien évidemment, la plupart du temps, le Takotsubo, ça récupère. Il n'y a rien à faire à part rassurer les patients. Et j'attire juste votre attention, si vous n'aviez peut-être pas cette notion-là, mais il y a quand même une mortalité associée au Takotsubo. Il y a des gens qui meurent d'un Takotsubo et donc finalement, ce n'est pas une maladie si anodine, même si la plupart du temps, l'évolution est favorable. Et donc, devant un Takotsubo ou une suspicion de Takotsubo, c'est quand même vraiment à adresser dans un centre hospitalier. Et donc, ça, c'est la slide de la fin et de la conclusion. Finalement, donc, les symptômes cardiovasculaires sont assez fréquents. Et la plupart du temps, ça va être de la pathologie fonctionnelle, soit parce qu'il n'y a aucune pathologie organique, soit plutôt sous la forme d'une dysautonomie, soit même sous la forme d'atteinte psychogène. Et ça, il n'est pas rare, en discutant notamment avec les psychiatres de Foch. Et donc, tout ça se traite bien sûr par de la rééducation de la kiné et du soutien psychologique. Pour ce qui nous intéresse maintenant plus, moi, en tant que cardiologue hospitalier, les pathologies organiques, dont on a pensé que l'incidence était très élevée initialement, et finalement, l'incidence est très probablement pas très importante. Alors, dans la littérature, pour le moment, il n'y a aucune publication sur l'incidence de l'atteinte péricarditique ou myocarditique post-Covid. On vient de participer à un papier avec des Italiens et notamment un certain Enrico Amirati qui est l'un des pontes là, de la myocardite actuelle. Et pour vous donner une ordre de grandeur et en avant-première, il y a globalement il y a 25 centres hospitaliers qui ont participé à cette étude. Globalement, ça fait 40 000 Covid et je crois qu'on est à 60 myocardites incluses. Donc, et ce n'est que les aigus. Donc voilà, donc probablement que finalement l'incidence de la myocardite dans le Covid, elle est aussi faible que dans les autres pathologies virales. Et globalement, la plupart du temps, la prise en charge va être hospitalière lorsqu'il s'agit d'une atteinte organique. Vous avez ici le numéro du cardiologue de garde, on est bien sûr à votre disposition pour vous aider si vous voulez. Et si jamais vous avez une forte suspicion d'atteinte organique parce que vous avez un électro anormal, etc. Bien sûr, on sera ravi de faire, faire l'échographie en première intention et voire même de faire l'IRM cardiaque avec notre référente qui est le docteur Russell et qui commence à avoir une certaine série de patients qui ont fait des myocardites post-Covid. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Florent Wang, pour cette mise au point. Donc voilà, moi si j'ai envie de reprendre un petit peu ce que je disais en introduction, dans ces tableaux de Covid long, restez fidèle à votre bon sens médical habituel. Des symptômes qui se présentent comme étant une forme d'une maladie cardiaque que vous connaissez, et faites-en le tour comme vous savez le faire. Électrocardiogramme, examen clinique et électrocardiogramme, une biologie qui dépatouille les dédimères, la troponine, le BNP. Et avec ça, déjà, vous savez si c'est grave ou pas. L'échographie cardiaque, elle peut être faite soit par un cardiologue en ville, soit quand il y a un cas vraiment qui vous paraît urgent, bien entendu par les cardiologues de l'hôpital Foch. Mais voilà, on est relativement, comme vous l'avez expliqué, Florent, plutôt rassuré par rapport à ce qu'on avait comme interrogation dans les mois qui ont suivi la première vague, où on a eu l'impression, comme on avait peur qu'il y ait des embolies pulmonaires vraiment en grande série, qu'il y ait des myocardites de manière très très importante, et à un moment des péricardites. On a des chiffres qui circulaient comme quoi il y avait au moins 30% des Covid qui faisaient des péricardites. Donc voilà, on n'en est pas là, c'est rassurant. Et donc gardez votre bon sens clinique au quotidien.
Donc moi, je vais reprendre la main pour essayer de refaire une petite synthèse rapide Je me permets, Nicolas, juste pour précision, parce que je pense je ne l'ai pas précisé, mais peut-être que c'est une question. Les AINS dans la péricardite aiguë, maintenant, bien sûr, c'est autorisé, hein. Il y avait cette interrogation initialement sur est-ce qu'il faut les mettre sous AINS, et la réponse est bien sûr oui, hein, quand vous avez une péricardite authentique. Très bien. Ouais, merci de cette précision, Florent. Alors, je vais reprendre. Je veux bien que tu fermes ta communication. C'est bon normalement? Voilà, donc quand vous êtes face à vos patients qui viennent vous revoir après que vous les ayez pris en charge pour un Covid aigu. Alors effectivement, ils commencent à revenir vous voir souvent entre 4 et 8 semaines. Donc l'HAS, avec le collège d'experts auquel j'ai la chance de participer, a déterminé comme délai minimum pour parler de Covid long, 4 semaines après l'infection aiguë. Globalement, ils consultent plutôt entre 6 et 8. Donc, déjà, pour les prendre en charge, quand il y a eu une Covid avec des images sur le scanner thoracique initial, la première des choses à faire, quand on est suffisamment à distance de l'épisode aigu, c'est de refaire un scanner thoracique de contrôle. Vérifier si les images qui sont typiques que vous a montré Céline Goyard envers des polis sont en train de diminuer ou ont complètement disparu, ou s'il y a des choses sous-jacentes qui vont être révélées avec la disparition des images qu'on appelle de crazy paving sur le scanner. Bien entendu, si l'expression est une douleur thoracique, une oppression thoracique, l'échographie cardiaque et l'ECG vont vous permettre de très rapidement orienter le diagnostic vers soit un infarctus, soit de manière un peu plus complexe, la péricardite, comme on l'a vu avec l'intervention de Florent Wang, mais aussi vous rassurer. Éliminer l'infarctus, éliminer la péricardite à la tamponnade avec l'échographie et l'ECG. Ensuite, le bilan biologique de base que vous devez faire pour y voir un peu plus clair, une numération formule sanguine, une CRP, pour voir s'il n'y a pas une surinfection. Certains d'entre eux vont, suite à ce choc immunitaire, faire des surinfections bactériennes. Finalement, pas tant que ça, heureusement. Les dédimères, parce que, voilà, moi, j'ai un de mes maîtres qui m'a appris quand tu as une douleur thoracique et que tu comprends rien, pense à l'embolie pulmonaire. Donc c'est vrai que faire les dédimères, ça élucide pas mal de choses et ça vous met à l'aise vis-à-vis de ce diagnostic. Troponine BNP qu'il faut effectivement rajouter. Alors, on a pas mal de patients aussi chez qui on trouve sur les bilans hépatiques des cytolyses, des petites cytolyses qui dépassent jamais 2 à 3 fois la normale. Euh, Ce sont des hépatites virales qui régressent toutes seules en quelques semaines. Des fois, c'est un petit peu plus long, donc ça permet de suivre leur profil. Et puis la ferritinémie, parce qu'on s'est rendu compte qu'au cours de l'infection à Covid aiguë, c'était un marqueur très très sensible de l'explosion inflammatoire. Et donc, parfois, ils sont montés très très haut en ferritine. Et c'est intéressant de suivre cette ferritine pour savoir si, un, elle a diminué, ou deux, éventuellement, elle se réactive. Donc ça, c'est votre bilan un petit peu de première intention. Voilà. Pour aller un peu plus loin, pour aller un petit peu plus loin, faire des EFR, puisque, comme on l'a vu, ça peut réactiver un asthme ancien, ça peut démasquer une BPCO qui jusqu'à présent était un petit peu passée inaperçue. Les gaz du sang,
pour le diagnostic d'hyperventilation, mais bon, c'est quand même un peu compliqué et un peu douloureux pour les patients. On a la possibilité d'avoir, avec les tests réalisés par les kinésithérapeutes, les tests de provocation et le capnographe, d'avoir un diagnostic positif sans avoir besoin de faire un gaz du sang artériel. Et ensuite, on va avoir des manifestations qui sont des manifestations fonctionnelles, qui gênent beaucoup les patients, mais qui ne sont en aucun cas des pathologies graves, qui sont par exemple l'hypotension orthostatique. Donc ça, c'est relativement simple à faire. Il faut leur faire un test d'hypotension orthostatique au cabinet avec voilà, 5 minutes couché, 5 minutes debout. Moi, je leur rajoute 30 flexions en 30 secondes pour voir comment et leur fréquence cardiaque et leur tension artérielle se comportent après un effort normé relativement simple. Et vous allez voir des gens qui ont des tachycardies de repos et des inadaptations à l'effort. À la fois de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire qu'ils devraient monter d'au moins 10 à 15 pulsations en se mettant debout et encore plus 10 à 15 supplémentaires en faisant les 30 flexions, et ben, ils ne vont pas monter. Et puis, il y en a beaucoup qui vont avoir une pseudo-hypotension orthostatique, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas perdre le nombre de points nécessaires, mais ils vont passer de 12,6 à 10,5, 5. Bon, c'est pas tout à fait normal. Et souvent, ils vous racontent qu'ils ont une petite partie de leurs symptômes qui se réveillent à ce moment-là. Donc ça, on est sur la piste de la dysautonomie. Dysautonomie qui est une dérégulation neurovégétative cardiaque, respiratoire, enfin ventilatoire plutôt, mais aussi digestive, qui peut expliquer une grande partie des troubles du transit qui persistent, des espèces de diarrhée chronique qui persistent chez ces patients, alors que pour la plupart, ils ont eu une fibroscopie, une coloscopie, et tout est normal. Donc, on peut aller plus loin quand vous avez cette suspicion de dysautonomie en faisant réaliser une épreuve d'effort qui va montrer à la fois la tachycardie de repos, à la fois l'inadaptation de la tension artérielle à l'effort. Qu'est-ce qu'il est important de voir également chez ces patients? Surtout chez le patient jeune, et ça, c'est ce qu'on rencontre surtout chez les patients un peu sportifs, plutôt les hommes. C'est une perte de poids très importante au cours des 3-4 premières semaines de la phase aiguë, avec des pertes de poids qui sont de l'ordre de 5 à 10% du poids total, ce qui pour nous est une dénutrition modérée à sévère. Et la plupart du temps, donc on sait qu'ils perdent de l'eau et du muscle, et cette masse musculaire, s'ils ne la récupèrent pas rapidement, eh ben, ils vont être fatigués. Ils vont être fatigués parce qu'ils ont perdu de la force motrice et de la force locomotrice. Il est important de regarder si les symptômes sont cycliques, comme je vois la question qui m'est posée sur le chat, si on n'a pas des manifestations inflammatoires de type plutôt auto-immun qui peuvent se manifester. Depuis que je fais ce bilan, qui est un bilan biologique de second niveau, de manière assez systématique, on voit des patients qui ont des facteurs antinucléaires qui sont anormaux. Alors, des fois peu anormaux, un 80e, un 160e, mais certains patients qui sont à 1600. Donc, ces patients-là, est-ce qu'ils ont un mécanisme auto-immun cyclique réactivé, comme l'a expliqué Jérôme Le Chien, peut-être par des réinfections, des remises en contact de virus extérieurs ou la réactivation du virus dans lequel qui serait dans un sanctuaire? Aujourd'hui, on n'en a pas d'explication, mais ces patients-là qui vont avoir des manifestations articulaires et musculaires de type maladie rhumatismale, eh ben, ils répondent très bien à une corticothérapie à 0,5 mg kg jour, moi que je leur prescris sur 2 mois à dose décroissante, mais en partant à 0,5 mg kg jour. Le test de fatigue, c'est les 30 flexions en 30 secondes. Vous allez tout de suite savoir comment ils réagissent. Est-ce qu'ils sont fatigués musculairement ou pas? Et puis, vous allez sentir, parce que vous en avez l'habitude encore plus que nous, ces patients qui ont un contexte psychologique sous-jacent qui va alimenter leur anxiété, qui va alimenter l'hyperventilation, qui va alimenter leur tachycardie de repos. Hein. Alors, attendez, hop, je me déplace. Voilà. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse de ces patients qui ont des Covid longs? Donc, on va avoir ce que j'appelle les dénutris déconditionnés. Ils ont fait un Covid, même si c'est un Covid léger. Alors, ça leur fait pas plaisir quand on leur dit que c'est un Covid léger, mais ils ont été
8 à 10 jours alités avec un peu de fièvre, pas bien, ils n'ont pas mangé pendant une semaine et demie, ils ont perdu beaucoup de masse musculaire, mais finalement, ils récupèrent relativement bien de leur infection et ils sont juste gênés par cette perte de masse musculaire et par l'alitement prolongé qui leur a été imposé et par leur maladie et par le contexte de confinement. Donc ces patients-là, ils sont faciles à prendre en charge. Il faut leur conseiller de reprendre une activité physique douce, mais assez rapidement, avec un régime alimentaire hyperprotéiné, et éventuellement de les envoyer chez un kinésithérapeute pour faire un reconditionnement à l'effort. Ceux-là, c'est ceux qui récupèrent le plus vite. Ensuite, les stressés anxieux. Vous les connaissiez déjà avant le Covid, la plupart du temps. C'est des gens qui ont une perception du monde qui les met en difficulté plus rapidement que d'autres. Et ce stress de la pandémie les a mis dans un niveau de stress duquel ils n'arrivent pas à revenir. À la fois la peur d'attraper la maladie, la peur de la transmettre à ses enfants, la peur de la transmettre à ses parents, le confinement, le travail à la maison, l'incapacité de travail, tout ça, c'est trop pour eux. Et donc ça, c'est des patients qu'il faut aider avec une écoute bienveillante, mais aussi des fois proposer une psychothérapie, alors par une psychothérapeute clinicienne, des fois des anxiolytiques, des fois des somnifères, puisque ils ont souvent un sommeil très perturbé. S'ils ont une tachycardie liée à leur stress, ils ont le cœur qui bat trop vite toute la journée. Si en plus ils dorment pas la nuit, s'ajoute au stress la fatigue. Ensuite, les SPAC. Alors, les SPAC, c'est quoi? Ce sont les symptômes prolongés après Covid. C'est la terminologie qui a été retenue par l'HAS pour parler de ces symptômes qui tournent autour de la dysautonomie. Donc, d'un point de vue cardiologique, la dysautonomie, elle se manifeste par le fameux POTS, le syndrome postural de tachycardie, la tachycardie posturale orthostatique, mais également l'hypotension orthostatique. Au niveau pneumologique, c'est le syndrome d'hyperventilation. Au niveau digestif, c'est la persistance de diarrhée chronique, pas forcément très, très invalidante, mais quelqu'un qui conserve 2 diarrhées par jour, même s'il arrive à vivre avec, c'est pas normal. Et puis, les troubles neurocognitifs. Alors, les troubles neurocognitifs, on avance rapidement, et il semblerait également qu'une partie de leurs troubles neurocognitifs qui ne sont pas dus simplement au stress, sont liés à une partie de dysautonomie centrale, liée à une dérégulation des centres neurovégétatifs corticaux. Voilà, donc tous, la plupart du temps, ont eu à un moment une anosmie, parfois une agueusie, et Jérôme Lechien vous a bien réexpliqué la différence entre les deux et la combinaison des symptômes. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de ces patients? Donc, aujourd'hui, il faut qu'on puisse les aider dans la reconnaissance de leurs symptômes et le fait que ce sont des symptômes. Parfois, ce sont des symptômes dus à une maladie. Des fois, ce sont des symptômes fonctionnels. Ils sont capables de l'entendre. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise à quoi ressemble leur maladie et comment on la souhaite. Donc déjà, nommer ce dont ils souffrent, ça leur fait énormément de bien. Ensuite, comment on peut avancer dans la prise en charge? Alors là, on est dans quelque chose qui, encore une fois, peut être pris en charge en ville par des médecins généralistes qui ont un tropisme pour la cardiologie, puisque les tachycardies de repos, à partir du moment où on a fait un électrocardiogramme, que l'électrocardiogramme est sinusal, qu'il n'y a pas de trouble du rythme et pas de trouble de conduction, le traitement, ça va être des bêta-bloquants. Bêta-bloquants plutôt cardiosélectifs, type nebivolol, qu'on peut essayer avec les doses de première intention, 1,25 ou 2,5 mg. Le POTS, donc c'est l'association tachycardie et hypotension orthostatique. Il y a un médicament qui traite la dysautonomie cardiaque que vous connaissez peut-être pour en avoir vu chez certains de vos patients parkinsoniens, c'est le Gutron. Le Gutron, c'est un médicament cardiologique alpha-adrénergique qui se donne à la dose de 2,5 mg de 2 à 6 comprimés par jour pour obtenir l'amélioration des symptômes. Ça marche bien. Il faut surveiller les patients, c'est-à-dire qu'il faut les voir tous les 15 jours pour faire les adaptations de traitement. L'hyperventilation,
c'est de la réhabilitation respiratoire. Il faut que vous ayez dans votre réseau des kinésithérapeutes qui sont en mesure de prendre en charge une kinésithérapie respiratoire. Les déconditionnés, on en a parlé, c'est de la kiné motrice. Les dénutris, un régime hyperprotéiné. Les stressés, les adresser à une psychologue clinicienne qui, elle, va aller un petit peu plus loin. Est-ce que c'est simplement le stress pandémique? Est-ce que ça réveille, et on le voit souvent chez ces patients, euh, un syndrome de stress post-traumatique ancien qui ressurgit dans un contexte de stress majeur, qui est celui qu'ils subissent. Certains, à force d'être pas bien, deviennent dépressifs. Bah, ils se soignent comme des dépressifs. Et pour les troubles neurocognitifs majeurs, c'est-à-dire ceux qui empêchent la reprise d'une activité professionnelle, il faut pouvoir les faire évaluer par une neuropsychologue. Encore une fois, malheureusement, les neuropsychologues de ville sont rares. Les bilans neuropsychologiques sont non remboursés par la sécurité sociale et comme il faut 3 à 4 heures pour le réaliser, c'est cher et pas remboursé. À Foch, nous avons des neuropsychologues et nous prenons en charge les patients les plus sévèrement atteints, mais nos capacités d'accueil sont malheureusement un peu limitées. Voilà, donc la téléconsultation dont vous avez entendu parler, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà testé, ça se fait à partir d'une application que vous pouvez télécharger soit sur vos ordinateurs, soit sur vos téléphones portables, qui s'appelle OmniDoc. Vous allez vous identifier avec votre numéro RPPS. Et puis, quand vous avez un dossier qui vous pose problème, vous allez demander une téléexpertise. Vous allez trouver OmniDoc, vous allez chercher Foch, vous allez trouver Covid long, et vous allez pouvoir nous envoyer, soit en les photographiant, soit en les mettant en pièce jointe, euh, les documents nécessaires au traitement de cette téléexpertise pour qu'on puisse vous répondre. On essaye de vous répondre dans les 15 jours en vous donnant soit des conseils thérapeutiques, soit en prenant en charge les patients, en les adressant, en vous disant, tiens, par exemple, pour ce patient-là, il faudrait faire quoi, qui un scanner thoracique, qui contrôler des EFR, ou quand le cas nous paraît être hospitalier, on fait tout pour le prendre en charge. Voilà. Donc, je vois que le temps tourne. Je préférerais que si vous avez des questions à poser, plutôt qu'on fasse des cas cliniques qui vont vous se remettre dans les configurations que je vous ai montrées là, hein. On va retomber dans ces patients-là. Que si vous avez des questions à poser, vous nous les posiez, qu'on puisse vous y répondre, allez, pendant une dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions à nous poser